Je pense qu'il est maintenant temps de commencer. Bienvenue à tous. C'est pour moi, au nom du comité scientifique et du comité d'organisation, un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ces rencontres. I'm going to speak in French. It's just to explain you that in fact it's a better idea that I speak in French. Mais vous avez d'excellents traducteurs. Je vais vous parler un petit peu de l'origine de ce symposium. La première chose que je voulais dire, je suis non seulement très heureuse de vous souhaiter la bienvenue, mais aussi un peu émue parce que c'est un projet qui est né il y a des années. C'est un projet avec lequel on vit pendant des années, avec les bonnes nouvelles, avec les difficultés, avec les soucis budgétaires, avec tous les milliers de mails qui sont partis dans tous les sens. Donc c'est particulièrement émouvant de vous accueillir et de vous voir ici et de pouvoir parler ensemble déjà. Alors c'est un projet atypique qui est né d'une amitié entre chercheurs de différents instituts. 3 personnes que voilà, je vous salue ici. Donc il y a Bernard Faye de CIRAD, il y a Giuseppe Licitra, professeur à l'Université de Catane, et moi-même. Donc nous sommes de 3 instituts et de pays différents et on a eu cette idée il y a plusieurs années déjà. On a créé la colonne vertébrale de ce symposium. Ensuite il est venu s'enrichir de nombreux acteurs, notamment Christian Cornio et Martine Napoléoné qui portent un projet très en lien avec cette thématique-là, qui sont venus enrichir de toutes leurs connaissances, de tout leur réseau. Et puis également Frédéric Aucheron, Jean-François Grenier, d'Acon Campus et de l'INRA qui sont venus enrichir cette idée. Donc je tiens à les saluer tous et à les remercier pour ça. La question importante est toujours pourquoi on fait les choses. Pourquoi organiser un tel événement? La première raison, c'est parce que le lait n'est pas une matière première comme les autres. C'est une matière première hors norme, pour sa richesse nutritionnelle, pour sa composition biochimique extraordinaire, pour sa plasticité, pour le nombre de produits incroyablement divers, issus du lait, alimentaire et non alimentaire d'ailleurs, pour le lien avec l'animal, pour le patrimoine culturel, pour l'anthropologie, pour de multiples raisons, le lait n'est pas une matière première comme les autres, symboliquement déjà. Ensuite, parce qu'il n'y a pas un lait, mais des laits de par le monde. Et il y a beaucoup de lait, un litre de lait sur 5 environ de par le monde n'est pas du lait de vache. Et tous ces laits de yak, de chamelle, de jument, d'ânesse, de brebis, de chèvre bien sûr, sont des laits souvent très ancrés dans des territoires, souvent difficiles, et donc ont vraiment un rôle à jouer au niveau de la planète. Donc il n'y a pas un lait, mais des laits. La troisième raison, c'est parce que nous croyons très fort que la diversité des pratiques, des savoir-faire, des produits créés par l'homme depuis 8000 ans est une richesse immense. Et que c'est de notre responsabilité de prendre soin de cette richesse-là. Cette richesse-là, justement, n'a pas souvent de tribune. Donc c'est l'idée de lui en donner une, parce qu'elle est source de développement, et de développement en harmonie avec les territoires. Une autre raison très importante, c'est parce que les femmes ont un rôle absolument clé dans le développement autour du lait. On le verra au cours de ces rencontres, et c'est un rôle qui doit être encore davantage reconnu et soutenu. Et enfin, l'idée derrière, c'est de créer ensemble une communauté d'acteurs variés, qui, passionnés par le même sujet, peuvent mutualiser les connaissances et co-construire. C'est un pari délicat, ces rencontres, mais à mes yeux, à nos yeux, organisateurs, c'est un pari nécessaire. Parce qu'on vit une époque d'hyper-spécialisation, chacun est dans sa discipline, chacun est dans son projet, et il y a une immense nécessité d'ouvrir le regard. La vitesse des changements en cours est sans précédent, donc c'est encore une raison de plus pour prendre du recul. Il y a différents points de vue autour du lait, autour du développement laitier, autour du système laitier, donc il y a une nécessité que ces points de vue se confrontent. Et ces 3 raisons, ouvrir le regard, prendre du recul et offrir la possibilité de la confrontation, c'est l'essence même du métier de chercheur. Donc je trouve qu'on est pleinement dans notre rôle d'organiser ce genre d'événement. Alors le pari est en partie réussi parce que vous êtes là, donc on est entre 180 et 230 personnes selon les jours, de 30 pays différents. Et dans cette assemblée, il y a des chercheurs de disciplines différentes. C'est pas toujours facile de parler entre disciplines différentes, mais c'est là où c'est intéressant justement. Il y a des acteurs d'essence différentes, il y a des chercheurs, des enseignants, il y a des étudiants, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, et vraiment c'est important de transmettre aussi ces valeurs-là et ces idées-là, des associations, des ONG, des partenaires privés et des responsables politiques. Il y a des pays industrialisés et des pays en voie de développement.
Et cette mixité, réellement, nous enchante. Alors, on va avoir 28 conférences avec 3 angles d'approche, vous l'avez vu dans le programme. Pour faire court, la première autour du lait, des produits et du rôle des femmes. La deuxième sur les territoires et les dynamiques en cours. Et la troisième sur le rôle des politiques publiques, en quoi elles peuvent être aidantes ou au contraire contre-productives. Après, nous avons voulu 3 ateliers pour travailler ensemble. Le premier va porter justement sur comment caractériser et promouvoir les produits traditionnels. Le deuxième sur comment utiliser les réseaux, faire un Wikimilk peut-être, enfin les outils actuels pour rester connectés. Et le troisième pour un atelier d'échange avec les technologues fromagers qui sont dans notre unité de recherche. Il y a également 2 visites à l'extérieur d'installations expérimentales pour une part, donc de production laitière, d'une autre unité de recherche de l'INRA, et puis une visite d'une fromagerie artisanale. Donc, je crois que pour ces visites, il faut vous inscrire. Certaines sont déjà complètes parce qu'il y a un nombre limité de places. Mais bon, vous pouvez toujours voir à l'accueil si ça vous intéresse. Pour les ateliers de même. Et les ateliers, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble et de réfléchir ensemble pour aboutir à quelque chose à la fin de ces ateliers. Donc, c'est jeudi après-midi. Et on a voulu aussi, comme on a la chance d'avoir des auteurs qui ont écrit des livres magnifiques autour de ce sujet-là, créer une sorte de mini-librairie que vous trouverez à côté de l'accueil et où les auteurs peuvent vous expliquer et vous vendre leurs ouvrages. Et nous avons aussi bien sûr 2 dîners avec quelques surprises, bretonnes notamment, pour échanger les 2 jours qui viennent. Alors les mots-clés, si on prend les titres des conférences, autour du lait, on le voit, c'est extrêmement varié, anthropologie, indication géographique, importation, millimétrie, origine, localisation, farm, poudre, etc., etc. Donc on voit qu'inextricablement, dès qu'on parle du lait, c'est tout un système qu'on évoque et sur lequel on doit réfléchir. Les autres mots-clés que je veux porter ici très fort, parce que c'est ceux des organisateurs, c'est les valeurs de partage, de convivialité, de simplicité. On a fait beaucoup de choses nous-mêmes, certainement il y a beaucoup de choses imparfaites, mais vous pouvez être sûr qu'on a vraiment fait dans un esprit d'ouverture et de simplicité. L'idée, c'est de développer toujours plus d'intelligence collective pour faire mieux ensemble demain autour du lait. Il y a ce proverbe africain que j'aime beaucoup, If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Pour tous ceux dans cette idée de partage, justement, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, parce que c'est coûteux de venir et que parfois c'est trop difficile, on a décidé de mettre en ligne les actes, les rendre accessibles et que les présentations seraient filmées. Si bien que voilà, on pourra le partager plus largement. Enfin, je voudrais souligner qu'on a été très heureux d'avoir le parrainage de l'exposition universelle de Milan, dont le thème est Nourrir la planète, énergie pour la vie, et M. Blokowski, qui est le conseiller scientifique de cet événement pour la France, est dans la salle, s'il veut bien se lever pour que vous le voyez, si vous souhaitez échanger avec lui par rapport à l'exposition universelle. Voilà. On le remercie beaucoup pour ce soutien. Et il sera question en 2015 d'un certain nombre d'éléments issus de ce symposium. Un merci sincère à tous nos sponsors institutionnels et privés. Je ne vais pas les citer tous, mais on a fait exprès une affiche pour les remercier. Et vraiment, sans eux, ça n'aurait pas été possible, même si on a vraiment essayé de réaliser cet événement avec un budget très très limité. Donc un immense merci à tous ceux qui nous ont soutenus financièrement. Un merci à Joëlle Léonie, la directrice de notre UMR, que vous voyez ici, l'UMR STLO, Sciences et Technologies du lait et de l'œuf. Ce n'est pas le premier risque qu'on prend ensemble, mais une fois de plus, elle l'a pris, et y compris le risque financier. Donc je tiens à la remercier très chaleureusement. Je ne sais pas où elle est, mais elle est par là. Voilà. Et je sais qu'elle a horreur pour la voir en photo, donc je me suis vraiment fait plaisir. Et comme ça, tout le monde la reconnaîtra. Merci aux membres du comité scientifique et à Skype, parce qu'on a travaillé à distance tout le temps, donc ça a été particulièrement épique quelquefois, je vous assure, les connexions. Donc merci à eux. Et puis, je ne peux pas finir sans vous présenter l'équipe incroyable de Choc d'organisation qui a rendu cet événement possible. Vous les voyez tous ici, je vais vous lister leurs prénoms. Mais vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire, avec générosité, avec créativité, avec efficacité. Donc merci à vous tous. Et bon, alors je vous l'ai dit, il y a bien sûr Frédéric, Rachel, Sylvaine, Bénédicte, Laurence, Anne-Marie, Gilles, Victoria, Sophie, Pascaline, Marino, Cathy, Florence, nos 2 Eric, Saïd, Jean-François et Christian. Et je ne peux pas ne pas souligner
l'incroyable pilotage et contribution de Nathalie Lemar qui est dans la salle, que vous avez fait avec tout à l'heure. Donc tout le comité vous souhaite de belles rencontres et comme on dit en Bretagne, symposium pluvieux, symposium heureux. J'ai oublié une petite chose, on est très friands dans notre UMR de maximes et de proverbes. Donc nous avons préparé un petit livre d'or. Si vous avez des maximes et des proverbes sur le lait, bien sûr, mais sur l'œuf aussi, parce qu'on aime bien ces deux matières premières, ou des symboles que vous avez envie de nous transmettre. Voilà, il y a un livre d'or, ou des petits mots, qui sera à l'accueil, et vraiment, n'hésitez pas à le remplir. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Grégoire Thomas, le directeur de l'école agronomique, qui va continuer l'introduction. C'est pas la bonne appellation. Tu vas corriger, Grégoire, je suis désolée. Qui nous accueille dans ces murs et sans qui également les rencontres n'auraient pas été possibles. Merci à tous et on continue à discuter bien sûr pendant les symposiums. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, chère Marion, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est toujours un très grand plaisir et aussi un honneur pour AgroCampus Ouest, son campus, d'accueillir des séminaires et des colloques qui s'inscrivent dans l'identité d'AgroCampus Ouest et de ses partenaires, mais également de sa dynamique scientifique, d'ouverture, de visibilité internationale et nationale. Ce séminaire est sous l'égide et porté par Agrinium et il est plus que bienvenu sur le campus de Rennes d'AgroCampus Ouest. AgroCampus Ouest. Et je me réjouis qu'AgroCampus Ouest, membre fondateur d'Agrinium, accueille un des premiers colloques internationaux qu'Agrinium initie. Car c'est bien la dynamique d'alliance qu'Agrinium a portée de l'enseignement supérieur, de la recherche, plus particulièrement manifestée à Rennes par un partenariat historique entre l'INRA et AgroCampus, qui porte aujourd'hui à la fois à l'international la formation et la recherche agronomique française. Mesdames et messieurs, chères présidentes, vous le savez, vous êtes ici chez vous, à AgroCampus Ouest, et notre slogan, qui est de l'alimentation au cadre de vie, résume bien la convergence de nos préoccupations. C'est l'occasion ici de vous redire qu'AgroCampus Ouest, en partenariat avec l'INRA et dans cette alliance nationale Agrinium, est fort de 2000 étudiants, 150 enseignants-chercheurs et quelques 450 personnels, et en particulier pour vous et dans vos préoccupations, se situe au cœur du premier bassin de production agricole européen, et plus particulièrement au cœur de la première région laitière d'Europe. Dans son cadre identitaire, AgroCampus Ouest et l'INRA, forts de cette alliance, se sont forgés une marque dans la formation, la recherche et le développement, plus particulièrement sur la filière lait, les sciences et technologies du lait, en y apportant à la fois la qualité reconnue des formations dans des standards internationaux, l'excellence de la recherche, mais aussi l'efficacité des capacités de transfert et de développement. Dans ce cadre d'ailleurs, ce campus constitue le creuset, je dirais la cheville ouvrière, mais aussi le moteur du concept de Milk Valley, où le travail d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation et de coopération se croisent désormais dans des projets de grande ampleur au rang d'excellence. Cette implication prend forme au niveau de la recherche, avec l'INRA en partenariat AgroCampus INRA au sein d'aires 2 principales unités mixtes de recherche consacrées au secteur laitier. L'unité mixte de recherche en sciences et production animale, Pégase, largement consacrée à l'élevage laitier, et plus particulièrement, et Sylvie l'a focalisé bien naturellement, l'UMR Sciences et Technologies du lait et de l'œuf, dont je salue la directrice, notre directrice, l'équipe de direction, mais aussi l'équipe cheville ouvrière, base avancée de l'organisation de ce colloque. Il faut également dire, et c'est bien
leitmotiv de ce campus, que cette implication est aussi marquante dans le domaine laitier en termes d'enseignement supérieur et de formation, avec des formations d'ingénieurs agronomes et agroalimentaires qui, je crois qu'on peut le dire, quels que soient les domaines spécialisés, même éloignés, ont tous la teinture lait de manière systématique, l'emprise et la marque. Mais plus encore, avec des formations spécialisées, notamment désormais le master en sciences et transformation laitière, sciences et industrie laitière, qui a ses marques internationales, puisque ce master est en double diplôme. En double diplôme avec des universités brésiliennes, avec l'université en Espagne de Saint-Jacques-de-Compostelle, et plus loin, de manière plus lointaine, mais très forte, avec l'université de Harbin en Chine. Cette formation d'ingénieur et de master vient encore de se faire remarquer dans notre offre de formation, ou du moins dans le palmarès 2014, par son taux international, d'une part, et d'autre part par une employabilité, une insertion exemplaire, puisqu'elle atteint 100% à haut niveau en moins de 6 mois à la sortie de la formation. En ouverture donc, je suis heureux de dire que tout est prêt dans cette Milk Valley et sur ce campus pour saluer les organisateurs et les remercier d'avoir choisi notre campus pour tenir ce séminaire qui s'inscrit complètement dans la dynamique Agrinium. Vous êtes certes durant 3 jours au cœur de la Milk Valley, mais vous êtes aussi en Bretagne, à Rennes et sur ces campus où il fait bon vivre, étudier et surtout réfléchir. Et je vous souhaite donc un excellent colloque et surtout de très bonnes journées d'échange, et puis, si possible, dans un cadre pluvieux et non pluvieux, agrémenté par les rhododendrons du campus. Bonne journée. Et je suis heureux désormais, donc, pour cette conclusion d'ouverture, de donner la parole à la présidente d'Agrinium, Marion Guillou. Merci Grégoire et bonjour à tous. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai aujourd'hui l'honneur d'ouvrir ce colloque. C'est un colloque sur le lait vecteur de développement et vous venez donc de 30 pays. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement de très loin pour partager vos expériences. Alors oui, Grégoire Thomas, comme Sylvie tout à l'heure, parlait d'Agrinium. Agrinium, c'est un des éléments de la dynamique de changement de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Ce secteur évolue beaucoup dans notre pays et une des raisons d'être, l'idée de la création d'Agrinium, qui a eu lieu en 2010, c'est bien que recherche et enseignement supérieur se rapprochent au service d'une meilleure efficacité réciproque, mais surtout au service du développement. Et donc vous comprenez bien la raison première de l'implication d'Agrinium dans cette organisation de votre symposium. Aujourd'hui, Agrinium réunit 8 membres. L'INRA, que j'ai eu l'honneur de présider pendant 8 ans, le CIRAD, et plusieurs d'entre vous présenteront des programmes du CIRAD pendant ces programmes, mais aussi AgroParisTech, AgroCampus Ouest, bien sûr, qui nous accueille aujourd'hui, Dijon, Bordeaux, l'Institut national polytechnique de Toulouse et Montpellier Supagro. Et AgroCampus Ouest est un des membres fondateurs d'Agrinium, et Grégoire Thomas, à titre personnel, de fait, est vice-président d'Agrinium et sans doute le porteur de la dynamique avec l'enseignement supérieur collectivement. Alors je tiens à le remercier à un double titre aujourd'hui, parce qu'il nous accueille, et en France, accueil, ça veut aussi bien dire accueillir à titre personnel que accueillir dans nos locaux, qu'accueillir à titre affectif. Donc merci Grégoire pour tous ces accueils de ce colloque aujourd'hui. Alors Agrinium, c'est un établissement public, mais s'il est formé sous forme d'établissement public, ça n'est pas du tout pour faire le métier de ses membres à leur place, c'est pour faire des choses en plus. Alors aujourd'hui, on a déjà
une quinzaine d'actions sur le terrain au niveau international. Et toutes ces actions réunissent un besoin de recherche, un besoin d'enseignement, souvent au service du développement. Alors pourquoi parler aujourd'hui particulièrement du lait ou des laits, comme le disait Sylvie tout à l'heure? Les enjeux du lait sont énormes. Et ils sont énormes à tel point qu'il devient l'objet de critiques. Vous savez, quand on commence à être l'objet de campagnes, de diffamation, et c'est parfois l'objet pour cette belle matière qu'est le lait, c'est qu'on est central d'une certaine manière, c'est la rançon du succès. Le lait, c'est plus de 6 milliards de personnes, 6 milliards de consommateurs dans le monde. C'est une augmentation globale de la consommation, mais c'est aussi malheureusement, dans certaines zones du monde, comme en Afrique subsaharienne, une diminution récente de la consommation. Et donc, c'est à la fois un produit de nutrition, un produit de vie, et un produit dont il va falloir veiller à toutes les étapes du succès parce que l'aspect sanitaire est absolument essentiel, du succès parce que l'aspect nutritionnel, qui est sans doute aujourd'hui encore trop mal connu, peut être utilisé pour lutter contre des déficiences ou carences. Le lait parce que c'est une matière vivante au sens positif, donc un des éléments qui constitue pour le nourrisson le démarrage de son microbiote intestinal, donc le démarrage de ces qualités de lien entre l'aliment et la santé, mais aussi produit vivant, matière vivante, avec les problèmes sanitaires qui peuvent accompagner un mauvais traitement ou une mauvaise conservation de ce produit. Il doit être de ce fait soit transformé, soit consommé rapidement, et ça crée des nécessités d'exploitation et de lien assez local dès la production avec les pratiques et les territoires. Le secteur laitier est un secteur en pleine transformation, comme tout le secteur de l'alimentation, du fait de la mondialisation des échanges alimentaires, du fait de la croissance des villes et de la nécessité de nourrir ces villes à composition croissante à grande vitesse, du fait des transitions nutritionnelles, du fait de l'augmentation de la demande. Je le disais, mais je vais vous donner plus particulièrement l'exemple de l'Asie du Sud. La consommation de lait devrait augmenter de 125% d'ici 2030. Et je peux vous citer à titre personnel 2 expériences assez marquantes sur le domaine du lait. Le ministre de la Recherche chinois qui, rencontrant l'INRA à l'époque, me disait « Nous voudrions que tous les enfants des écoles aient un verre de lait tous les jours ». Et moi je lui demande pourquoi, parce que la tradition voulait dire qu'il y avait des difficultés de digestibilité de la matière lait dans certaines populations. Il me dit, écoutez, le Japon a fait la même chose, et de fait tous les enfants ont grandi. De fait il y a eu une croissance physique des enfants et une bonne santé des enfants, et nous voudrions faire la même chose. Un deuxième exemple qui m'a frappé dans ma vie sur le lait, et le docteur Bocalé est là aujourd'hui pour représenter cette collaboration, c'est à quel point pour diagnostiquer et pour sortir des gens de la pauvreté en Inde, cette belle association chaque fois fait un diagnostic sur la cause de la pauvreté, et c'est en fournissant le plus souvent un animal à la famille que cette famille se sort de la pauvreté. Donc ces évolutions dans la demande, puisqu'au fond tout part de l'évolution de la demande, nécessitent de s'interroger sur l'économie de ce secteur, sur les formes sous lesquelles ces produits vont être consommés de manière croissante dans des secteurs urbains, les formes sous lesquelles ce produit va être proposé et les formes d'organisation, y compris sociales, qui permettront de mieux produire ce beau produit qu'est le lait. Ça nécessite également de se poser la question de la concurrence, de la circulation des marchés des laits en poudre ou des levains standardisés, de la place des petites productions, de la place de la valorisation locale dans le développement de cette agriculture familiale qui est célébrée en cette année 2014, de la place des petits ruminants dans les modèles de développement. Souvent, on me pose la question pendant des conférences de la durabilité de systèmes d'élevage, mais je leur dis, vous savez, le problème c'est que dans le monde, il y a beaucoup d'herbes, et parfois dans certaines régions, on ne peut produire que de l'herbe,
Et nous n'avons pas vraiment la capacité, nous humains, de transformer cette herbe en nutrition utile. Alors oui, il faut s'interroger sur la manière d'atténuer le gaz à effet de serre et de rendre cela compatible avec les types d'élevage, mais il faut se souvenir avant tout qu'1 milliard de paysans dans le monde vivent de l'élevage et de cette production, et que dans certaines zones du monde, et beaucoup des zones dans lesquelles vous travaillez les uns ou les autres, l'animal est la seule modalité de valorisation de certaines zones herbagères. Alors oui, tout bouge. Les pays que vous représentez ont tous des histoires laitières et des histoires laitières différentes. Ce secteur se développe de manière différente dans tous les coins du monde, mais les expériences des uns peuvent certainement éclairer les expériences des autres. Aussi, aujourd'hui, nous sommes en Bretagne et je pense que ce sera particulièrement intéressant pour vous dans ce grand bassin laitier qui, comme le disait Grégoire Thomas, représente 10% de la collecte de lait européenne. Dans ce pays, enfin vous savez qu'en France, après des années de difficultés de ce secteur et du fait de l'augmentation des prix matières premières au niveau mondial, le secteur démarre à nouveau. Il y a eu une croissance de 8% du secteur laitier au premier trimestre de cette année. Donc ce secteur plein de tensions, critique sur le produit, critique sur les gaz à effet de serre, espoir nutritionnel, espoir de développement pour les femmes. Vous vous retrouvez dans une région qui redémarre l'investissement industriel dans le domaine laitier. Ce matin même, l'AITA annonçait un énorme investissement en matière de transformation pour répondre à une demande de produits de qualité. Vous êtes dans une région où, on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs laboratoires de recherche de très bon niveau, et sur toute la chaîne, puisqu'au fond, chaque fois qu'on va parler d'un produit, on va parler de besoins nutritionnels, on va parler de transformation, de valorisation, et on va parler de mode de production. Et bien vous trouverez toutes ces composantes en matière de recherche et d'enseignement supérieur dans cette région Bretagne, avec une approche système particulièrement intéressante. Système de production, le système de production, c'est la considération de l'économie comme la considération de l'environnement et la considération sociale. Et puis ça vous permettra, le fait d'être en Bretagne, d'avoir des échanges avec les professionnels de la région et de visiter certaines installations. J'espère que la limitation des membres ne vous restreindra pas trop dans la connaissance des expériences locales. Alors ce symposium vous rassemble à peu près 200 personnes pendant ces 3 jours. Vous qui venez de toutes ces parties du monde, qui avez monté des filières et des territoires parfois, et ce colloque a l'ambition de vous permettre de prendre du recul, avoir quelques jours pour écouter et pour réfléchir à un secteur, c'est important, de mutualiser vos expériences, de partager sur le rôle clé des femmes, et en particulier les femmes dans les pays en voie de développement, et leur attachement très direct à ce produit lait, puisque dans certains pays, vous le savez, c'est le seul produit sur lequel elles aient un droit d'accès direct. Les femmes qui sont l'énergie invisible du développement laitier. Et puis pour mieux comprendre et mieux anticiper, et puis sans doute, et je l'espère, construire de nouvelles collaborations du fait de ces rencontres pendant ces 3 jours à Rennes. Alors vous allez partager sur le rôle des femmes, et permettez-moi de souhaiter y revenir en conclusion. Dans l'agriculture, dans les communautés pastorales, les femmes sont souvent la colonne vertébrale de la sécurité alimentaire. Les femmes au sens de l'organisation de la famille, mais aussi les femmes au sens de la valorisation du produit et de la mise en marché de ce produit lait. Elles sont les acteurs clés de la collecte et de la transformation quand elle se fait immédiatement, et elles arbitrent entre la quantité de lait qui va servir pour la consommation directe de la famille et celle qui va servir à constituer une source de revenus, une source de liquidité pour la famille. Dans certains pays, et vous en témoignerez, elles s'organisent, elles se lancent dans la création de micro-entreprises laitières, elles font l'objet de programmes de formation, elles diffusent elles-mêmes leurs réussites et leurs expériences, et certaines réussites emblématiques donc seront présentées pendant ces 3 jours. Les femmes sont évidemment un facteur clé pour faire du lait un vecteur de développement, un facteur clé pour le développement général, et je peux vous dire dans les travaux que nous menons au niveau international à quel point chaque fois nous sommes attentifs au fait qu'elles soient l'objet d'une attention particulière, et les évaluations des programmes montrent toujours que les investissements faits auprès des groupes de femmes, pardon messieurs,
ont une efficacité économique plus directe. Le lait, c'est aussi une nécessité d'approche système. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre les besoins, comprendre l'évolution des besoins nutritionnels, comprendre la qualité du produit, comprendre les systèmes qui permettront la valorisation des ressources et comprendre le réseau social dans lequel le lait s'intègre. Et je trouve particulièrement intéressant qu'au cours de vos journées, vous n'ayez pas eu d'a priori sur les disciplines à mobiliser, mais qu'au contraire, vous ayez rassemblé les visions de plusieurs disciplines d'origine. Et cela rejoint d'une certaine manière les travaux que nous menons actuellement au sein du groupe d'experts à haut niveau auprès de la FAO sur sécurité alimentaire et nutrition. On nous a posé une question redoutable. C'est le comité sécurité alimentaire au niveau de la FAO qui nous a demandé quels sont les sujets émergents pour demain. Autant vous dire qu'on n'a pas de boule de cristal, donc on est en train d'essayer d'interroger, on a consulté très largement. Par contre, on a une conviction, c'est que la plupart des sujets à regarder, ce seront des sujets à regarder du point de vue du système, à regarder du point de vue du monde, et à regarder par le lien entre agriculture, alimentation, santé et société. Aussi, je tiens à féliciter les organisateurs pour ce format un peu atypique du colloque qui met bien en avant ces mêmes mots-clés et la diversité, la nécessaire diversité des approches. Ce colloque qui apporte un maximum de temps consacré aux témoignages de gens qui viennent des 4 coins du monde, qui va vous permettre d'avoir des ateliers de réflexion collective et en même temps des visites de terrain, et puis aussi d'écouter des conférences. Et je pense que ce format extrêmement mixte est très adapté à cette approche interdisciplinaire et interculturelle. Je suis sûre qu'à la fin du colloque, vous trouverez que tout ça a été trop court. J'espère simplement que ça vous donnera suffisamment d'envie pour programmer ensuite des actions communes, pour revenir à Rennes, pour revenir en France, et pour développer vos projets personnels, professionnels au service du développement collectif. Je conclus en vous souhaitant 3 journées intensives, productrices et 3 journées personnelles extrêmement riches. Et je déclare ouvert ce symposium international extrêmement original, motivé par une passion ou des passions que Sylvie Lortal nous a décrites en introduction. Et donc, bon vent à ce premier symposium sur les facteurs de développement. Maybe it's easier to pronounce it in English because it will make milks vectors of development. Thank you very much. Merci à tous.